Salut et bienvenue dans Première, l'émission spéciale Festival de Cannes. Notre équipe était aux premières loges, alors on a décidé de vous faire revivre cette 77e édition comme si vous étiez avec nous sur la croisette. On attaque le sommaire de ce 4e numéro direct dans le vif du sujet avec les 3 films coup de cœur de notre rédaction piochés directement dans la compétition officielle. Et puis nous fêterons ensemble un anniversaire, les 30 ans d'une palme d'or d'un film qui a marqué au fer la pop culture. Il s'agit de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Nous avons invité à la fête Agnès Jaoui, George Miller et Gary Oldman pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensaient. Et puis Rayon Palme, on ne pouvait pas passer à côté du film qui a été célébré, consacré cette année par le jury. Il s'agit d'Anora du cinéaste américain Sean Baker. Et on se penchera ensuite sur la carrière d'Emma Stone qui porte sur ses épaules le dernier film de Yorgos Lanthimos, Kind of Kindness, également en compétition. Nous avons aussi eu rendez-vous avec notre Pierre Ninet national quelques minutes avant la projection hors compétition du Comte de Monte Cristo. On reviendra avec lui sur son incroyable performance à l'occasion de notre grand entretien. Et comme d'habitude, on terminera par le top 5 des films que nous avons vus en avant-première au Festival de Cannes et que vous verrez ce mois-ci dans les salles obscures. Décryptage, coup de cœur, coup de pression, strass, paillettes, confidences, tapis rouge, montée des marches, c'est ce qui vous attend dans ce nouvel épisode de Première l'émission sur votre chaîne Trailers, disponible gratuitement sur toutes vos Smart TV. On ouvre directement cette émission avec le rédacteur en chef du magazine Première, Thierry Chaise. Retour de Cannes d'ailleurs. Pas très bronzé malgré tout, hein. C'est ça qui est dommage, retour de Cannes. Mais... Retour de Cannes, en fait, il sort de soirée sur la croisette, il est venu directement au Grand Rex. Je suis piégé. Combien d'années de Cannes à ton actif? Eh bien, c'est ma 29e année. Pourtant, on ne le dirait pas avec... mais j'ai commencé à 2 ans, c'est ça qui est formidable. Alors nous, on va commencer aussi directement avec le film célébré par le jury présidé par Greta Gerwig. Ce film, c'est le long métrage de Sean Baker qui s'appelle Anora. C'est une comédie féministe noire, un croisement entre Pretty Woman et l'univers des frères Cohen. C'est exactement ça. L'héroïne, c'est une stripteaseuse qui est aussi escort girl et qui va avoir pour client un jeune oligarque russe. Et puis, comme dans Pretty Woman, l'histoire d'un soir est un peu plus longue au point qu'il se marie à Las Vegas. Sauf que lorsque les parents de l'oligarque russe l'apprennent, ils ne sont pas tout à fait contents et ils vont arriver de Russie pour essayer de à tout prix faire annuler cette union avec l'aide d'une bande de bras cassés, un prêtre orthodoxe et des hommes de main qui sont pleins de mauvaises intentions et très maladroits. La dernière palme d'or américaine, c'était en 2011 pour le film Tree of Life de Terrence Malick. De ton point de vue, est-ce qu'elle est méritée celle-ci? Moi, je trouve que c'est réjouissant d'avoir enfin une comédie qui cartonne à Cannes et une comédie qui ne soit pas à la Ruben Östlund quelque chose de cynique. On est vraiment dans un geste d'écriture de situation totalement comique. Une fois passé la première demi-heure, après il y a quasiment 2 heures de rebondissements non-stop. On est presque dans un cartoon quasiment, avec ces personnages en couleur. Sean Baker, c'est quelqu'un qui s'intéresse depuis toujours au laisser-pour-compte du rêve américain et il les filme avec vraiment une grande empathie. C'est à la fois très drôle et ça arrive à être émouvant et ça a un côté politique. Bref, une palme parfaite. You look beautiful, awesome. Oh, thank you. On passe à un deuxième film en compétition, lui primé 2 fois cette année. Il s'agit d'Emilia Pérez de Jacques Audiard, prix du jury et également prix d'interprétation féminin collectif pour les 4 comédiennes, Zoé Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz et Carla Sofia Gascon. C'est une comédie musicale avec un pitch assez singulier, dira-t-on. C'est dément, c'est-à-dire que sur le papier, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est dans un gros bonnet de cartel de drogue mexicain qui vraiment fait régner la terreur autour de lui, mais qui depuis des années a un but, une envie, un désir, celui de devenir une femme. Et qui va faire appel pour cela à une avocate jouée par Zoé Saldana. Ça, c'est la première partie du film. La deuxième partie, c'est donc ce personnage devenue femme, qui a fait croire qu'elle était morte. Dans la deuxième partie, c'est un moment de résilience, c'est-à-dire celui qui était vraiment le mec le plus lent du monde devient la femme la plus douce du monde et qui veut réparer.
sur le papier, on dirait une telenovela quasiment. Mais c'est ça qui est dément. On est loin du Jacques Audiard qu'on a pu connaître, de Battre mon cœur s'est arrêté, Un prophète. On peut dire qu'à chaque fois, Jacques Audiard se réinvente. C'est vrai que jusque-là, même s'il y avait des personnages féminins, c'était des films dont les hommes étaient les héros, il y avait une masculinité mise en avant. Les Olympiades avaient un peu fait évoluer ça, mais le point commun de tous ces films, c'est la direction d'acteur. Et puis, même si le prix est collectif, il y a Carla Sofia Gascon. Ah, retenez son nom. Qui est absolument démente. Elle chante même mieux que Selena Gomez, qui est la chanteuse officielle. Quand même, c'est son métier. On parle souvent de palme du cœur, et moi j'ai l'impression que le jury, en donnant 2 prix, a voulu dire on aime Anora, mais on a vraiment aussi adoré Audiard. Et ils ont eu raison. Et on termine avec ce 3e coup de cœur cannois, Les graines du figuier sauvage, dont on a beaucoup entendu parler, réalisé par Mohamed Rassoulov, un cinéaste en exil forcé, puisqu'il a fui son pays, l'Iran, où il a été condamné à 8 ans de prison pour ses œuvres. C'est donc un film forcément politique. Le héros, c'est au départ un père de famille qui est dans l'institut judiciaire en Iran et qui grimpe d'un échelon. Et qui va donc devenir, au moment où tout va se durcir, celui qui va dire « toi tu es condamné, toi tu ne l'es pas ». Et donc, ça va être les conséquences sur sa famille, sur sa femme et sur ses 2 filles, d'à la fois cette position-là, des cas de conscience qu'il va avoir, et puis à un moment, il est porteur d'un pistolet, et ce pistolet va disparaître, et donc qui dans la famille l'a volé? Et s'il ne retrouve pas le pistolet, il va finir en prison pendant des années. Donc oui, c'est immédiatement politique, évidemment. Les graines du figuier sauvage, qui est reparti de Cannes avec un prix spécial du jury. Au-delà du symbole, est-ce que ce film, il méritait pas un petit peu plus? Il faut quand même saluer la démarche de quelqu'un qui raconte ce qui se passe dans son pays, mais il le raconte de manière très forte artistiquement aussi, dans la mise en scène, dans la direction d'acteur. Ça n'est pas juste un film à sujet, c'est justement une manière de distiller le thriller avec cette montée en puissance de la peur, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire à cette femme et à ses 2 filles? Ça allie pour moi le fond et la forme. Et un prix de la mise en scène, un grand prix, aurait pas été trop, mais on n'est pas membre du jury, enfin pas encore, peut-être que tu as été approché pour l'année prochaine, peut-être, mais il aurait pu être célébré un tout petit peu plus haut. Merci beaucoup Thierry pour ce focus cannois. Vous retrouvez toutes les critiques des films en salle dans les pages du magazine Première, c'est en kiosque. Revenons maintenant sur une palme d'or qui a marqué à jamais l'histoire du Festival de Cannes, celle remise à Pulp Fiction. Projeté pour la première fois sur la croisette en 1994, le long métrage de Quentin Tarantino fête donc cette année son 30e anniversaire. L'occasion idéale pour nous de reparler de ce chef-d'œuvre parce que tout le monde, absolument tout le monde, a un avis sur la question. Cette année, Pulp Fiction fête ses 30 ans. Montré pour la première fois au Festival de Cannes, le film de Tarantino est aujourd'hui un classique. En mai 1994, il décrochait la Palme d'Or. Le film s'est depuis imposé comme l'une des palmes les plus mémorables. Présenté en séance de minuit, le film avait choqué et divisé les festivaliers. Certains dénonçaient la violence du cinéaste, ses excès en tout genre, pendant que d'autres se réjouissaient de découvrir un ovni n'obéissant à aucune règle. Les performances délirantes d'Uma Thurman et de John Travolta, de Harvey Keitel et de Samuel L. Jackson ont évidemment participé au lancement de la carrière du cinéaste. 30 ans après, on a demandé à quelques stars présentes à Cannes ce qu'elles pensaient de ce classique. C'est drôle, parce que justement Pulp Fiction, je me souviens que quand il est sorti à Cannes, j'y étais pas, et quand j'ai entendu plein de choses, et après plein de gens étaient déçus, n'avaient pas aimé, je sais pas quoi. Donc on l'a vu au moins 1 ou 2 ans après avec Jean-Pierre, et on a adoré. C'était super de justement le voir après les modes. I mean, it's a wonderfully epic story, isn't it? Talented filmmaking, extraordinarily good writing, characters are fascinating, it engages you, you know, you are there with it, it's very present, wonderful performances. I was in America and I saw it in a cinema that was pretty full. All I remember is that the audience and me as part of them were just leaning into the film, just caught up in the experience of it. That was very atypical and groundbreaking in its structures and its tone. I remember that very well. L'esthétique, la folie, les acteurs, c'est pas commun.
Il a vraiment son univers Tarantino. Pulp Fiction, c'est un grand film. Hein. Il mérite amplement la Palme d'Or. Il fait partie de l'histoire du cinéma. S'il y a bien un film dont je dois absolument vous parler dans cette émission, c'est celui de Sean Baker. Le cinéaste américain a décroché cette année la Palme d'Or pour Anora, une sorte de Pretty Woman moderne dans lequel on suit le parcours un peu décousu d'une travailleuse du sexe. Avant sa sortie en salle, Première l'émission vous dit absolument tout ce qu'il faut savoir sur le film qui a le plus buzzé à Cannes. Il n'était pas forcément LE favori des pronostics, mais à 53 ans, Sean Baker, le réalisateur de Tangerine, The Florida Project et Red Rocket, a pris une nouvelle dimension le 26 mai en décrochant la Palme d'Or pour son 8e long métrage, Anora, qui succède au palmarès à Anatomie d'une chute. Le cinéaste, amoureux des anti-héros cabossés, il poursuit son exploration des laissés-pour-compte du rêve américain, en mettant en scène l'histoire d'amour forcément impossible entre une escorte de Brooklyn et un de ses clients, jeune oligarque russe, et la fureur des parents de ce dernier quand ils apprennent leur mariage qu'ils vont vouloir faire annuler par tous les moyens. Cette comédie féministe a tranché dans une compétition cannoise dominée par des tragédies en tout genre. Et en la récompensant, le jury présidé par Greta Gerwig a offert aux États-Unis sa première palme depuis Tree of Life en 2011. Hags. Oh, yes. Can I help you? Oh, cute. Exit Black Widow, je vous parle maintenant de celle qui est devenue la rousse la plus célèbre d'Hollywood. Depuis son ascension fulgurante dans La La Land qui lui a valu un Oscar, Emma Stone ne cesse d'impressionner l'industrie avec des performances à chaque fois iconiques. À Cannes, elle a dévoilé 3 visages dans le dernier film de Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness, avec qui d'ailleurs elle va bientôt collaborer de nouveau. L'occasion pour Première l'émission de lui tirer le portrait, forcément gentil. Elle a captivé le public avec son esprit, son charme et son talent brut. She's everything to everyone. She's sexy, she's smart, she's funny, she's dorky. Avec sa chevelure rousse, ses yeux pétillants et son sourire contagieux. Dressons le portrait d'Emma Stone. Emily Jean Stone est née le 6 novembre 1988 à Scottsdale, en Arizona. Sa mère, Krista Jean Yeager, était femme au foyer et son père, Jeffrey Charles Stone, était un homme d'affaires et copropriétaire du Camelback Golf Club de Scottsdale. When she was 14 years old, Emma Stone decided that what she really wanted to do was leave Arizona and go to Hollywood and pursue her dream. Pendant qu'elle était à Los Angeles, Emma Stone a continué à auditionner pour des rôles au cinéma et à la télévision, avant de se faire remarquer dans la comédie à succès Supergrave. Superbad is a 2007 comedy that sort of came out of nowhere. Even though Jules is a minor character, Emma Stone has major talent and made it something really memorable. So earlier in her career, we saw Emma Stone as sort of this like charming, sweet, but kind of nerdy girl. And then all of a sudden, here's a zombie apocalypse in Zombieland. I just got super lucky in the casting that, Jesse and Emma are just so well fit for each other. And, my work was so easy because they are all so talented and they just gelled together so well that there was just a natural connection among them. Dans la comédie romantique Crazy Stupid Love, Emma s'est glissée dans la peau d'Anna Weaver, une jeune étudiante en droit qui s'intéresse à Jacob Palmer, un séducteur aux multiples conquêtes. L'alchimie entre Emma Stone et son partenaire Ryan Gosling a été saluée par la critique et le public. Le film a été un succès commercial. When she first started working on the Spider-Man movies, Emma was very intimidated. She just didn't know how it would feel. With the sheer size of the production, feel different. But once she started playing the scenes, she realized this is just like any other acting I've ever done. Felt pressure once I was cast. I was like, oh boy, there were a lot of opinions and I was really freaked out. But I tried to stop reading message boards as soon as possible so I could just do the best job I possibly could. En 2014, Emma Stone s'est lancée dans un voyage plus dramatique avec Birdman d'Alejandro González Iñárritu. She brought such an energy to that role that she really balanced out the screen, and that's why she got an Academy Award nomination. Elle impressionne ensuite le réalisateur Damien Chazelle, qui l'a fait jouer dans sa comédie musicale La La Land en 2016. Sa performance exceptionnelle lui vaut l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice.
Emma Stone décroche une nouvelle nomination aux Oscars et aux Golden Globes pour son rôle secondaire dans La Favorite en 2018. I ended up having the perfect casting that I always wanted. So when we finally get the backstory to one of 101 Dalmatians' greatest villains of all time, they dialed up Emma Stone. So when you are talking about someone like Cruella that like no one should have related to in the animated movie, you cast Emma Stone and all of a sudden you kind of start to understand elements of Cruella's personality. In the last few years, she also wants to take more control in her career behind the scenes. She and her husband have started a production company together called Fruit Tree. Elle produit et joue dans le film Pauvre créature de son ami Yorgos Lanthimos, dans lequel elle incarne une version féminine de Frankenstein. I think it's a really good sign in Hollywood when you've got a performer that's constantly working with the same people because it seems to indicate that they're incredibly talented and pleasant. Du personnage insignifiant à l'actrice et productrice accomplie, Emma Stone ne cesse de surprendre et d'impressionner. Et nous attendons avec impatience de voir quelle sera sa prochaine conquête. En quelques années seulement, Pierre Niney s'est imposé comme l'acteur le plus bankable de France, véritable star que rien ne peut arrêter. Il est la tête d'affiche du Comte de Monte Cristo, projeté cette année à Cannes, hors compétition, et dans lequel il prête ses traits au jeune Edmond Dantès avant d'incarner le machiavélique Monte Cristo dans ce film épique, rocambolesque, spectaculaire. De sa préparation physique à la construction du personnage, Pierre Niney nous dit absolument tout avant de se laisser aller à quelques confidences sur la suite de sa carrière. Comment êtes-vous arrivé sur le projet ? Moi j'ai eu la chance en fait d'être contacté par Dimitri Rassam, le producteur, et les deux réalisateurs, Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, et qui me proposent, je me rappellerai toute ma vie de ce coup de fil. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça dans une vie d'acteur, où on nous propose des rôles aussi mythiques et prometteurs que le Comte de Monte Cristo, Edmond Dantès. Donc ça a été un coup de fil assez magique, et c'est comme ça que je suis arrivé sur le projet, et assez rapidement on s'est mis à parler du scénario qu'ils n'avaient pas encore, ils n'avaient même pas terminé d'écrire. Qu'est-ce que le personnage de Monte Cristo représente pour vous ? Je pense qu'il a inspiré pas mal de héros de la littérature, de films, évidemment de films de vengeance, qui est une thématique éminemment cinématographique. Batman, en fait, il est ouvertement inspiré de Monte Cristo, qui a laissé dans la pop culture des traces un peu partout. Il passe d'abord d'un espèce de héros innocent dans cette force de la jeunesse à quelqu'un qui connaît un destin absolument tragique quand l'injustice s'abat sur lui, et de là il va devenir un personnage presque maudit. Donc j'ai l'impression qu'il y a une dimension assez théâtrale, et ça m'a bien parlé parce que moi je viens du théâtre, j'étais à la Comédie Française, donc cette dimension de tragédie, quasiment tragédie grecque, tragédie complètement désespérée, où un personnage part dans cette fuite en avant, cette obsession pour la vengeance, et qui va mettre au point des stratagèmes complètement fous pour se venger de la manière la plus payante pour lui, la plus délicieuse peut-être. Et donc je dirais que c'est à la fois tour à tour un héros, puis un damné, et puis un vengeur, un justicier, mais jusqu'où on est justicier et à partir de quand est-ce qu'on devient un monstre. Qu'est-ce qui a été le plus dur sur ce film ? J'ai pris beaucoup de plaisir à créer chaque personnage, que ce soit de jouer quelqu'un qui a 25 ans de plus que moi, ou un lord anglais. Tout ça, c'était beaucoup de plaisir à trouver les voix, les démarches, les corps. Peut-être le plus dur, c'était de rester organisé en fait, parce que comme on tourne pas les films dans l'ordre, parfois les gens sont surpris, mais effectivement, on tourne pas dans l'ordre chronologique, enfin c'est rarissime, parce qu'on tourne en fonction des décors pour pas revenir 15 fois au même endroit. Donc fatalement, il fallait une bonne organisation mentale, avec des codes couleurs, des petits carnets et tout pour chaque personnage, pour bien me rappeler où j'en suis, puisqu'il y a parfois le matin je jouais un marin qui a 20 ans, Edmond Dantès, qui revient d'une excursion en bateau, et 3 heures plus tard je jouais Edmond Dantès à 40 ans, qui est complètement dans un autre moment de sa vie, drastiquement différent. Donc l'organisation, ça a été la clé pour pouvoir tenir chaque personnage, chaque âge de Edmond Dantès, et faire quelque chose de cohérent. C'est le film le plus attendu de l'été, c'est le plus gros film de l'année. Est-ce que pour vous, ce n'était pas aussi le film le plus ambitieux de votre carrière ? Le plus ambitieux, ouais, je pense. C'est aussi le plus gros film, moi, sur lequel je me suis retrouvé.
C'est très excitant, c'est responsabilisant aussi. On a envie de faire un film qui à la fois soit une grande aventure épique avec du souffle, et en même temps c'est un film, moi c'est ce que j'aime dans cette œuvre de Dumas en particulier, éminemment noir, dramatique, voire tragique et psychologique quand même, sur ce que les êtres humains peuvent faire de meilleur et peuvent faire de pire. Donc ça c'est vraiment au cœur du roman et je l'espère au cœur du film. Et c'était ça notre grand challenge. Après un film comme celui-ci, qu'est-ce qui vous attend pour la suite? Hollywood? Un premier long métrage comme réalisateur? Un premier long métrage peut-être un jour, j'attends d'avoir vraiment la meilleure histoire. J'ai quelques scénarios un peu dans les tiroirs, mais je pense pas avoir celui avec lequel je veux vraiment débuter la réalisation si je le fais un jour. Et puis ensuite Hollywood, Hollywood non, il y a évidemment des réalisateurs et des acteurs et des actrices que j'adore là-bas. Peut-être qu'un jour il y aura des projets, pour le moment c'est des choses en discussion juste. Et j'aimerais bien trouver des rôles au moins aussi intéressants que ce qu'on me propose en France, ou que ce soit pas juste un rôle d'Européen, de Frenchie, qui sont un peu réducteurs parfois. Mais pourquoi pas un jour. Et puis sinon, le futur, il y a plein de choses excitantes. Il y a des choses que je produis, que je coproduis aussi. C'est une nouveauté pour moi. Donc là, le prochain film sera un film que je coproduis, réalisé par Yann Gozlan, avec qui j'avais fait Boîte Noire. Et voilà, ce sera notre troisième collaboration ensemble. Et qui se passe justement dans l'univers des coachs de vie, des coachs en développement personnel. Donc ce que ça peut avoir d'intéressant, de fascinant, mais aussi un peu effrayant. Et donc c'est un thriller qui tourne autour d'un personnage comme ça, qui est un orateur, un prédicateur presque moderne. Voilà. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Jessica Pallu dresse le portrait de Maria Schneider dans un biopic qui se concentre sur les jeunes années de l'actrice. Au cœur du film, on retrouve le tournage problématique du dernier tango à Paris du jeune Bertolucci. À travers un huis clos troublant, la réalisatrice interroge au fond son rapport à la gloire et au scandale, offrant à Anna Maria Bartolomei la lourde tâche de ressusciter l'icône 60s. Une carrière tourmentée à découvrir ou redécouvrir dès le 19 juin dans les salles obscures. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais être actrice, tu voulais être connue. Pas comme ça. Habillée, j'intéresse personne. C'était l'une des plus grosses attentes du Festival de Cannes. Et ce n'est pas un, mais 3 films que Yorgos Lanthimos a présentés avec Kinds of Kindness en compétition. Porté par Jesse Plemons, Emma Stone, Margaret Qualley et Willem Dafoe, ce film à sketch ausculte notre monde entre absurdité et tristesse. Derrière cette fable en triptyque, le réalisateur dresse un tableau contemporain très noir, à admirer dès le 26 juin au cinéma. We didn't obviously fuck. Jouant avec la veine des films sur les serial killers, le film de Jean-Christophe Meurice n'est pas passé inaperçu à Cannes, où il est venu clore la quinzaine des réalisateurs, la célèbre section parallèle du festival. Le réalisateur dénonce notre fascination pour le morbide, en s'intéressant à un fait divers qui a fait couler beaucoup d'encre. Librement inspiré de l'affaire Dupont de Ligonnès, cette comédie suit en effet l'histoire d'un homme qui tue toute sa famille, disparaît dans la nature et se la coule douce à l'étranger. Il faudra attendre le 26 juin pour résoudre le mystère. You know, it's a very French case. Do you have anyone who actually speaks English? Cette super production épique, portée par Pierre Ninet, n'a rien à envier au blockbuster américain. Des décors somptueux au casting phénoménal, cette grande histoire de vengeance est un divertissement enlevé qui ressuscite un classique de la littérature. L'un des plus beaux rôles de Pierre Ninet à découvrir le 28 juin au cinéma. Je suis le comte de Monte Cristo. Cette année, le Festival de Cannes a été marqué par le grand retour de Kevin Costner. Devant et derrière la caméra, il entame une grande fresque sur l'Amérique qu'il compte étirer en 4 volets au moins. Son western XXL débute en 1853 et raconte le bras de fer entre les colons qui rêvent de s'établir près d'une rivière et les Indiens qui défendent leur havre de paix. Il faudra patienter jusqu'au 3 juillet pour découvrir cette fresque qui ressuscite le genre américain par excellence. Looks like we got ourselves a bad man right here. C'était Première l'émission ici au Grand Rex. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve le mois prochain sur votre chaîne Trailers avec toujours plus de cinéma, de critiques, de coups de cœur et évidemment toujours plus de trailers.